Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans une nouvelle émission de Art, Artistes et Artisans. Aujourd'hui, j'accueille de nouveau Claudio Lucchi. Bonjour et bienvenue de nouveau pour une seconde émission sur les plateaux de TVC7. Merci. Précédemment, quand nous nous sommes vus, nous avons parlé un petit peu de la peinture chinoise. Oui. En particulier, c'est sûr que nous avons fait un petit tour d'horizon et aussi effectivement de la passion qui vous animait. Mais on a eu de nombreuses questions et on voulait un petit peu voir également une autre partie de l'art qu'on peut rencontrer en Chine qui pourrait se situer effectivement plus sur la manière effectivement de s'exprimer par les idéogrammes et également les sceaux, les fameux sceaux chinois. Donc la première chose, pour faire un petit lien par rapport à la semaine dernière, effectivement, vous parliez de l'art de la ligne. Comment avez-vous acquis effectivement cette compétence et pour la retranscrire dans vos tableaux? Comment ça s'est passé? De façon très pénible. D'accord. Alors, je vous avais déjà mentionné que cette étude universitaire avait commencé en 2012. Mm-hmm. Mon tout premier cours ne fut donc pas un cours de peinture, mais bien un cours de calligraphie. À ce moment-là, je n'avais même pas vraiment compris exactement pourquoi il fallait apprendre la calligraphie avant la peinture. Mes compétences en mandarin se situaient très proche du zéro. Mm-hmm. Et il était donc bien difficile de suivre le cours aussi. Mais il était d'importance primordiale de passer par la calligraphie avant de s'attaquer à la peinture. Pourquoi? C'est une question de ligne. Le pinceau chinois est un pinceau bien particulier qui diffère sous plusieurs aspects du pinceau occidental. Un seul pinceau, dépendant de la façon dont on le tient, Oui. Dépendant de la force qu'on applique, est capable de tracer une ligne continuellement changeante. En intensité, en épaisseur, tout peut changer. Si on est suffisamment adroit, si on manie le pinceau de façon suffisamment adroite. D'accord. Donc on peut jouer sur certaines nuances en fonction de la quantité de matériaux qu'il y a dans le pinceau, dans les poils du pinceau lui-même, mais également sur la manière de positionner le pinceau alors. Exactement, oui. Et c'est justement cet art-là qu'il s'agit de maîtriser avant de commencer à peindre vraiment des éléments de la nature. Moi, je me souviens, le cours de calligraphie que je suivis dura 2 semaines, si je me souviens bien. C'était un cours de 2 semaines. Pendant les premiers jours, je ne me préoccupais même pas de tracer des caractères. Je devais tout simplement tracer des lignes, parce que il y a différents types de lignes qui peuvent composer un caractère chinois. Il y a les lignes horizontales, il y a les lignes verticales, il y a les diagonales, il y a encore différents types de points qui peuvent compléter un caractère. Chacun de ces éléments doit être tracé d'une façon bien particulière, bien définie. Ce serait un petit peu comme nous avec les règles de grammaire, finalement, qui régissent notre langue. Eh oui, exactement. D'accord, donc finalement, j'imagine que vous avez fait des milliers de lignes peut-être? Peut-être, oui. Avant d'arriver déjà à avoir les premiers éléments de base. Exactement. Et de vous lancer dans la peinture chinoise. Oui, c'est ça. D'accord, donc du coup, êtes-vous gaucher, droitier? Et moi, je suis gaucher, et oui, c'est bien que vous souleviez ce point, parce que les idéogrammes, les caractères chinois ont été conçus pour être tracés de la main droite. Si on les trace de la main gauche, bien souvent, on ne se trouve pas en train de tirer un trait, mais bien de le pousser. Effectivement, oui. La difficulté que cela présente, c'est que la main gauche a tendance à cacher ce qu'on est en train de tracer.
Alors, quand j'entamais le fameux cours de calligraphie, mon professeur s'aperçut du fait que j'étais gaucher et il me demanda si je n'étais pas capable de m'habituer à tracer les traits de la main droite. Ça aurait été beaucoup plus pratique. J'essayais donc au début de tout faire de la main droite. C'était très difficile. Et cela réduisait en partie aussi l'intérêt que je portais à la calligraphie. Plus tard, presque un an plus tard, j'essayais, par curiosité, j'essayais de tracer les traits avec la main gauche. Il n'était peut-être pas très correct d'un point de vue pictorial, mais d'un point de vue sens de la main, c'était beaucoup plus confortable. Parce que, bien que j'ai toujours, jusqu'à ce moment-là, tracé les caractères chinois de la main droite, je vais toujours continuer à peindre dans la main gauche. Alors, quand on parle de maîtrise de la ligne, c'était la main gauche qui était la plus forte. Alors même si je voyais mieux les caractères que je dessinais de la main droite, ma main droite ne connaissait pas bien les techniques linéaires. C'était la main gauche qui avait tout assimilé. Donc finalement, vous êtes revenu. Finalement, je me suis décidé, j'ai décidé de laisser tomber la main droite. Donc il y a j'imagine aussi des artistes, parce qu'il y a des artistes renommés en Chine qui sont gauchers et qui ont réalisé effectivement de grandes toiles de la main gauche. Alors ça, il doit certainement y en avoir, j'imagine. Sans aucun doute. Je rencontre toujours beaucoup de curiosité, d'étonnement aussi quand les gens réalisent que j'écris et que je peins de la main gauche. Les Chinois considèrent que c'est très difficile. Je me souviens que j'avais un senior dans la classe de peinture paysagiste qui justement lui était ambidextre. Donc naturellement gaucher, mais qui avait été forcé dès son plus jeune âge à s'habituer à utiliser la main droite parce que justement pour apprendre à tracer les caractères. Et ça arrive, c'est très fréquent, c'est très courant. Je connais beaucoup de personnes qui m'ont dit à la naissance ils étaient gauchers et puis les parents les ont habitués à utiliser la main droite parce que sinon tout l'apprentissage, surtout au niveau de l'écriture, l'apprentissage des caractères, c'est plus difficile. Donc il y a beaucoup ce qu'on appelle, je pense, des gauchers contrariés en Chine finalement. C'est bien possible, je pense que oui. Et c'est vrai qu'après ça peut se comprendre par rapport à la réalisation des idéogrammes, c'est pas forcément évident. Exact. Donc finalement, j'ai pensé également par rapport à l'expérience et la transmission du savoir, est-ce que cela se fait surtout par rapport aux anciens qui ont transmis effectivement une certaine philosophie, ou est-ce que ça se fait également, comment dirais-je, par rapport à l'envision de l'environnement, c'est-à-dire quand on fait un idéogramme ou même qu'on peint, est-ce qu'il est plus important de suivre ce que les anciens nous ont légué comme héritage, ou est-ce qu'il est mieux d'être dans un environnement en plein air pour laisser peut-être partir un petit peu plus de créativité ou de liberté dans l'expression de notre art? Bon, alors il existe sur ce point différentes écoles de pensée. En règle générale, tous les peintres sont d'accord pour dire que le premier pas, la première étape, c'est d'apprendre des anciens. D'accord. Ce qui en soi est logique parce que c'est comme un arbre qui n'a pas de racines, eh bien, il meurt. Effectivement, ou il tombe rapidement, oui. C'est juste. Alors voilà, tout l'art des anciens, ce qu'on appelle également les classiques, ce sont les racines sur lesquelles repose, disons, l'arbre de la peinture chinoise. La première étape, entre autres l'apprentissage de la ligne, les apprentissages techniques pour la calligraphie et tout ça, on commence par copier les anciens. D'accord. C'est la première étape, c'est ce qu'on appelle le travail de copie. La transition à la deuxième étape est très importante, parce que la deuxième étape, c'est la création personnelle. Et c'est là que se présente le danger de se perdre dans le travail de copie. Là, je fais référence à 4 peintres anciens
on les appelait les 4 Wang, parce que, intéressamment, ces 4 peintres avaient tous le même nom de famille, Wang. D'accord. Ces 4 peintres accordaient une importance capitale à la copie. Et il est donc très intéressant de remarquer que leurs tableaux, qui ont été créés dans une période dans laquelle fleurissait le style libre, eh bien, leur style à eux se rapproche beaucoup du style appliqué, parce qu'ils copiaient les styles des maîtres des dynasties précédentes. Mais par contre, quand on se rend dans ce genre de discipline, à savoir la copie stricte, est-ce qu'il n'y a pas un risque de ne pas avoir une certaine évolution aussi dans l'art? Parce que l'art, à la base, évolue au fil du temps et c'est ce qui le rend vivant aussi. C'est la manière de décrire les époques, c'est son évolution. Mais c'est justement là le risque. Si on se perd, si on se fixe trop sur la copie, on risque d'étouffer la créativité et l'expression personnelle. Et c'est fascinant parce que il existe tout au long de l'histoire de la peinture chinoise, il existe des traités de peinture écrits par différents grands maîtres. On parle également de traités vieux de 1000 ans. Et il est très comique de lire ces traités dans lesquels, par moments, le peintre s'exprime en disant « les anciens détenaient le secret de la peinture ». Effectivement. Les nouvelles générations... Mais il faut se souvenir que cet homme-là a vécu il y a de cela 1000 ans. Sauf qu'il faut le mettre dans le contexte de la civilisation chinoise qui a peut-être 5000 ans. Exactement. Donc, lui, il y a de cela 1000 ans, il considérait que sa génération à lui avait déjà perdu les secrets. C'était les anciens qui détenaient le secret de la peinture. C'est comme si nous, par rapport à eux, 1000 ans, c'est comme si nous, on se reportait il y a 30 ans par rapport à la région. Donc c'est une échelle différente de temps. Mais effectivement, en même temps, une petite parenthèse, oui. Il y avait quelque chose qui venait me chercher, c'est la dimension vivante d'une œuvre d'art. Oui. Est-ce que, par rapport à l'Occident, à ce que l'on peut voir effectivement dans nos créations contemporaines également, est-ce que vous ressentez une version différente de la vie au sein d'une création artistique? Est-ce que ça peut se comparer si on compare le bloc occidental avec le bloc chinois? Je dirais que, en fait, en Chine aussi, on retrouve ce qu'on appelle l'art moderne. Et dès que cet art moderne côtoie quelque chose d'aussi classique, traditionnel que la peinture chinoise, qui est un art qui s'est raffiné au cours de plusieurs millénaires, il y a vraiment un conflit. Ces deux types d'art entrent en conflit. L'art moderne, malheureusement, ne repose pas sur une pensée vivante. De plus en plus, je fais référence à, par exemple, des artistes du mouvement britannique tels que Damien Hirst. Okay. De plus en plus, les artistes modernes se concentrent sur l'argent ou tout simplement n'ont plus une vision vivante de l'art. On pourrait par exemple se référer à l'école flamande occidentale, à des peintres tels que Rubens ou encore Rembrandt, ou on pourrait également peut-être encore un exemple plus intéressant, ce serait les enluminures moyenâgesques. Oui. Par exemple, les riches heures du duc de Berry, ou des œuvres de ce style-là, qui sont imprégnées de vie et qui, plusieurs siècles après, n'ont rien perdu de leur charme. C'est vrai que si on pense même à des œuvres de la Renaissance, ou la Chapelle Sixtine, ou des choses comme ça, elles gardent effectivement toute leur pertinence. Exactement, c'est cela. Et du fait que la peinture chinoise repose non pas sur quelque chose de très mondain, quelque chose de très momentané, mais bien sur une pensée vivante, une pensée de vie, parce que c'est vraiment un système philosophique très complet, très complexe. À cause de cela, elle reste vivante. D'accord. Elle a gardé en fait une espèce de virginité par rapport à l'argent ou par rapport à certaines valeurs, ou je dirais plutôt notions qui sont
basé sur la recherche du plaisir immédiat que l'on rencontre en Occident, en particulier en Occident. Exactement, surtout quand on regarde ces mouvements modernes du 20e, 21e siècle, on réalise que ces artistes-là, bien souvent, ont tout rejeté. Ils ont rejeté toutes les valeurs traditionnelles européennes, toutes les croyances, toute la spiritualité, les concepts philosophiques, et à la fin, que reste-t-il? Il ne reste plus rien. Et c'est d'ailleurs ce que leurs œuvres expriment, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement. Les œuvres de ces artistes modernes expriment le néant. Oui, de votre point de vue, effectivement, on s'attendrait finalement à devenir indifférent devant des œuvres contemporaines, finalement, qui ne provoquent plus d'émotion ou qui ne vont plus chercher une certaine admiration que Absolument. Des œuvres effectivement classiques vont chercher au plus profond de nous. Exactement. Très intéressamment, vous pouvez entrer dans une galerie d'art moderne, vous allez peut-être remarquer des gens qui regardent l'œuvre les mains dans les poches. Ça, en soi, c'est déjà mauvais signe, c'est un signe d'indifférence, bien souvent. De fermeture même. Oui, de fermeture aussi. Quand vous voyez une œuvre, posez-vous une question bien simple, l'accrocheriez-vous dans votre salon? Si la réponse est non, ou si vous hésitez à répondre... C'est déjà un début de réponse, en soi. Je peux le comprendre. Donc également, sur l'autre partie que nous venions de voir, enfin que nous allons voir effectivement ce serait, comment dirais-je, la signature, les sceaux chinois. Ah oui. Donc dans la personnalisation d'une œuvre d'art, quelle est l'importance, quelle est la place d'un sceau chinois et comment peut-on le comparer d'ailleurs aux fameux sceaux que nous avions l'habitude de voir en Occident? Ce que je trouve fascinant dans la calligraphie chinoise, dans la peinture chinoise, et c'est justement quelque chose qui ne se retrouve pas en Occident, c'est ce mariage de trois arts différents. L'écriture, la peinture et les sceaux, ces trois arts qui se complètent pour créer un tout unique, uni, homogène. Surtout si on pense au maître de la peinture à l'huile, jamais quelqu'un n'a-t-il inscrit un poème, par exemple, dans un coin de ciel ou quelque chose comme ça. Si on fait une référence aux peintres occidentaux. Tandis que c'est quelque chose qui est presque, comment dire, une peinture chinoise n'est pas complète sans quelques caractères. Mais on pourrait le comparer quand même avec certaines enluminures que nous avions. Exactement. Au Moyen-Âge, on retrouve quelque chose. Et certaines tapisseries du bas Moyen-Âge. Effectivement. Exactement. Et l'intéressant est que là, on ne retrouve pas nécessairement des lettres romaines, mais le futhark, les caractères, les runes. Bon, bref, on ne va pas s'éloigner trop du sujet principal. On parlait des sceaux et de la calligraphie. L'importance des sceaux. Il est à noter que pendant un temps, les sceaux n'étaient pas utilisés pour la peinture. L'art et l'usage des sceaux s'est développé peu à peu. Au tout début, le sceau n'était en réalité qu'une signature. Et ça c'est fascinant, parce qu'encore aujourd'hui, on peut signer même on signe même des documents officiels avec un sceau, et non pas nécessairement de sa propre main. Comme le faisait la royauté d'ailleurs, à une certaine époque. Exactement. Ou avec des cachets de cire ou des choses comme ça, tout à fait. Absolument. Sauf qu'ici, ce n'est pas dans la cire qu'on imprime le sceau, on l'utilise plutôt comme un tampon, peut-être un tampon de douane par exemple. On l'enduit d'une encre rouge épaisse et ensuite on l'imprime sur le papier, sur le tableau, pour justement laisser une trace. D'accord. Alors il y a le sceau classique qui est le nom ou le nom d'artiste ou tout simplement le nom de famille du peintre. Très bien. Il y a ensuite ce qu'on pourrait appeler les sceaux complémentaires qui peuvent, et là c'est très libre à chacun, le seul critère, finalement, c'est que ces sceaux représentent quelque chose qui importe au peintre, qui lui plaît, auquel peut-être il va s'identifier. Ce pourrait être un poème,
Ça peut être... Donc c'est quelque chose d'assez intime en fait finalement, C'est qui est très intime, vraiment oui. intrinsèque à la valeur du poète, aux valeurs, à une des valeurs en tout cas de l'artiste, je dirais. Absolument, et c'est également intrinsèque par rapport au tableau lui-même, parce qu'il faut vraiment choisir, on choisira évidemment les sons, on peut pas les appliquer comme ça au hasard, la taille, la forme, le contenu du seau, tout ça a une importance vis-à-vis du tableau. Il y a des seaux qui peuvent être créés pour un tableau en particulier. À certaines occasions, probablement aussi. Absolument. Il y a des peintres qui vont tailler un nouveau seau à chaque année, parce que ce seau porte le numéro de l'année. D'accord. Donc, par exemple, tous les tableaux créés en 2016 porteront 2016. Et c'est donc un seau qui ne peut être utilisé qu'en 2016. Très bien, oui. Mais finalement, il me vient également une question. On parle aussi des estampes japonaises. Ah oui. Donc, quelle est la différence finalement entre, mettons, quelles sont les quelques différences qu'il y a entre ces deux types d'art? Donc là, on parle le taillage des seaux et les estampes japonaises. C'est bien simple. Les seaux, il existe des seaux de très grande taille. Ceux-là, on les utilise d'habitude seulement pour la calligraphie ou très spécialement vraiment pour l'art du sceau en soi. Tous les sceaux sont gravés dans la pierre ou encore dans la jade. Et voilà, l'estampe japonaise, elle, est un tableau en soi-même. Les estampes japonaises se taillent dans une plaque de bois et par-dessus le marché, d'habitude, il s'agit d'impressions répétées et consécutives. Tandis que le sceau, sur un tableau chinois, ne s'imprime qu'une seule fois. Les estampes japonaises, elles, se créent par impression multiple. D'accord. Donc effectivement, ça reste quand même une différence assez fondamentale entre les deux. D'accord. Donc finalement, au niveau, si je comprends bien, au niveau artistique, au niveau de la Chine, on s'est pas coupé des 5000 ans d'héritage, contrairement à ce que l'on voit en Occident. Si on reprend un petit peu par rapport à cette émission, mais aussi l'émission précédente, au niveau effectivement de la peinture, on a gardé finalement vivant cet héritage multimillénaire en fait. Oui. Bon, évidemment, vous savez, à un certain moment, chaque peintre finit par adopter sa vision très personnelle. Mais il est sûr et certain que pour perpétuer cet art et pour bien s'en approprier, on ne peut en aucun cas nier les racines de cet art. Du moment qu'on commence à ignorer les racines de cet art, on perd son essence. On perd son âme. Oui, exactement. Mais écoutez, en tout cas, Monsieur Wookie, c'était vraiment très intéressant sur ces mots. Donc, en tout cas, je remercie également nos téléspectateurs pour leur attention, en espérant que le sujet aura été vraiment très emballant. Donc, merci à vous, en tout cas, d'être venus et d'avoir fait le déplacement, c'est très apprécié. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention et votre écoute. On se revoit très prochainement, donc la semaine prochaine. Mais d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de semaine et puis je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Bonsoir.